Bon, merci à tous les trois. Vous m'avez bien fatigué, Pascal. Vous le reposez un petit peu, puis on se retrouve en troisième mi-temps, en effet. Merci à vous. Alors nous, cette semaine, on a souhaité se pencher dans ce débat sur le sujet tabou, encore, de l'homophobie dans le sport. Après, notamment, les propos de Benzema, c'était sur TF1 il y a quelques semaines, qui disait que Tarlouse était un mot amical. Bref, on sent que c'est encore un sujet sensible. Il y a eu pas mal de crispation autour de cette interview. Et alors que dans le monde, plusieurs coming out auraient pu libérer la parole de certains, rares sont les sportifs à briser le silence, notamment en France. Parmi les raisons invoquées, le risque encore trop élevé de ne plus progresser. Révéler son homosexualité serait donc aujourd'hui encore un frein à la carrière sportive. C'est la question que l'on va poser entre autres à nos experts. Avec nous sur ce plateau, Cécile Chartrain, vous êtes présidente de l'association Les Dégommeuses qui lutte contre les discriminations dans le milieu sportif, notamment sexistes et homophobes. Merci d'être avec nous. Maggie Nestoré-Ontanon, vous êtes une ancienne sprinteuse chargée de mission pour la lutte contre les discriminations dans le sport. Merci d'être venu. Face à vous, Anthony Met, vous êtes docteur en psychologie, spécialisé dans le sport et la santé, chercheur à l'Université de Bordeaux. Et vous venez de publier ce livre, Les homos sortent du vestiaire. Et enfin, Arnaud Bonin, merci d'être là. Vous êtes journaliste à Canal+, et vous avez réalisé un documentaire sur l'homophobie dans le sport intitulé Homo, le dernier tabou du foot. Merci en tout cas à tous les cas d'avoir accepté notre invitation parce que je tenais à le préciser parce que ça n'a pas été évident de trouver des intervenants sur ce sujet. Il n'y a pas grand monde qui souhaite en parler. Effectivement, on a sollicité beaucoup de sportifs qui n'ont pas voulu en parler. Donc merci Cécile de nous avoir aidés aussi dans cette recherche. Ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Donc merci à vous de le faire en tout cas. Et avant de vous écouter, on va retrouver Pauline Schatz qui pose ce débat. Mon ami vit à Saint-Tropez, ami IE. En 1999, Amélie Mauresmo a 19 ans et dévoile d'un revers pleine mine son homosexualité. Le coup est osé, un tout petit E pour un grand out. Notre championne ouvre la voie, libère les mots, mais aussi les vieux démons. Les guignols feront d'elle un homme, caricature d'un autre temps. Alors le sport tricolore, dernier bastion de l'homophobie ? Sans doute. Depuis Amélie Mauresmo, aucun athlète français n'a osé faire son coming out. Zéro, nada, rien, depuis 16 ans. Et pourtant la France avance, les homos ont désormais le droit de se marier. Mais de jouer librement, eh ben pas encore. Sur les terrains c'est un peu soit hétéro ou tais-toi. Du coup, pour conjurer ce mauvais sort, dans 3 ans, Paris accueillera les Gay Games, sorte de Jeux Olympiques version homo, mais aussi sorte de ghetto. Ah, je crois que quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Alors, mesdames et messieurs, vous en pensez quoi de toute cette histoire ? C'est vraiment si risqué de faire son coming out en France ? Cécile, être homosexuel dans le sport, ça freine une carrière ? Alors, je ne sais pas si ça freine une carrière, mais visiblement, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut freiner une carrière, effectivement. C'est pour ça qu'on ne fait pas son coming out. C'est pour ça qu'on ne fait pas son coming out, et c'est aussi et surtout parce qu'on ne se sent pas forcément soutenu, accompagné par les structures dirigeantes, les clubs, les fédérations. Et les partenaires aussi. Et les partenaires, les sponsors. Qu'il y a de l'homophobie intériorisée aussi, des personnes qui sont convaincues que finalement, ce n'est pas quelque chose de très avouable et que ça peut être préjudiciable si c'est connu publiquement. Arnaud, c'est vraiment ce qu'on ressent dans votre documentaire. On a sorti un petit extrait, on va le regarder. Et vous allez nous dire, voilà, vous avez fait plusieurs clubs. Il y en a un qui a voulu parler, un seul, sur tous les clubs de Ligue 1. Les 20 clubs, ouais, 20 clubs de Ligue 1. Et encore, bon, les propos étaient plutôt secrets, on n'en parlait pas trop. Et vous êtes allé dans un centre de formation. C'est assez édifiant. Regardez cet extrait et on en parle après. D'où vient ce tabou ? Quels sont les nœuds du problème, ces obstacles qui empêchent aujourd'hui un footballeur gay de s'assumer au grand jour ? À Strasbourg, le centre de formation accueille une quarantaine de jeunes, entre 15 et 19 ans. Certains seront les professionnels de demain. Nous avons réuni 5 d'entre eux pour une discussion la plus libre et la plus franche possible. Je sais pas si je pourrais m'habituer à savoir que quelqu'un est homosexuel. On est tous des potes et donc voilà, ça ferait bizarre. Bah déjà je pense dans les douches. Ouais, dans les douches. Si on sait qu'un de nos potes il est homosexuel, on aura peut-être peur qu'il nous regarde ou qu'il s'intéresse à nous alors que nous, bah, on n'est pas vraiment intéressés par ça. Avoir peur qu'il nous approche, qu'il soit un peu trop proche de nous, ou même dans les vestiaires. Si par exemple on a un homosexuel juste à côté de nous, on change, on se met en caleçon et tout, c'est compliqué. On se sentirait gêné. Enfin, moi, je me sentirais gêné. Pas vraiment que j'aurais peur, mais ouais, je serais un peu gêné. J'y penserai à chaque fois que je le verrai.
Je disais édifiant, mais voilà, je ne sais pas s'ils ont conscience de ce qu'ils disent, mais ils ont quand même 19 ans. Hein. Ils ont moins de 19 ans. Moins de 19 ans. Et peut-être ce seront eux qui seront sur les terrains de Ligue 1 peut-être dans quelques années. Déjà, ils ont accepté de parler, ce qui est déjà une bonne chose. On ne leur avait pas dit pourquoi on venait. Ils avaient été sélectionnés par leurs éducateurs en disant « Canal+, viens vous voir ». Vous verrez bien de quoi ils veulent vous parler. C'était une bonne chose parce que peut-être qu'ils auraient aussi refusé. Mais finalement, quand on fait ce documentaire, on se rend compte que ce ne sont pas eux les responsables. Parce que c'est tout ce qui est autour d'eux, c'est l'environnement. On discutait aussi avec eux des mots utilisés, des éducateurs qui utilisent certains mots. Quand ils disent à un joueur « Ah, t'es tombé comme un PD », il n'y a personne autour d'eux qui les reprend. Donc disons que cet environnement-là fait qu'il y a ces clichés, ce mythe de la douche qui finalement elles ne sont jamais contrées par les gens qui sont autour d'eux. De légendes urbaines. Et quand vous entendez ça, ça vous hérisse le poil, Cécile? Je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. L'homophobie est encore courante dans le sport, que ce soit au haut niveau ou au niveau amateur. Moi, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter, même en évoluant dans le foot féminin. Voilà, au début d'année, par exemple, on a eu un problème avec un éducateur qui nous a insultés. Ça commence souvent par des insultes sexistes, en fait. Et puis, c'est monté, le ton est monté. Et il a fini par se tourner vers les enfants, montrer l'exemple et leur dire « Allez, regardez, applaudissez les lesbiennes ». Et donc là, vous avez une vingtaine de gamins alignés en randonnion derrière l'éducateur, en train de crier, hurler « Bouh ». Et ça, c'est pas sanctionné. Ça n'a pas été ça. Voilà, mais ça, on en reviendra parce que les sanctions, c'est aussi un des problèmes. Anthony, est-ce que c'est vrai que c'est le dernier bastion de l'homophobie, le sport, où finalement l'homophobie, elle est présente dans tous les domaines en France? À tous, non, je pense pas. Les choses évoluent. Le sport, c'est toujours compliqué. Tous les contextes très masculins, c'est compliqué. L'armée, la police, les centres de formation de foot, etc., c'est fermé, c'est clos, qu'entre garçons, généralement. Tous, les joueurs, les médecins, entraîneurs sont tous des hommes. Et c'est compliqué du coup. Vous êtes d'accord, Maggie, avec ce qu'a dit Anthony, en effet? Oui, je suis d'accord. Après, ce que je rajouterais, c'est que le sport est empreint de propos homophobes. Cécile le disait tout à l'heure, dans la façon dont on parle, les éducateurs parlent aux jeunes, ils véhiculent des propos homophobes ou sexistes sans même s'en rendre compte. Alors ça, pourquoi c'est pas sanctionné? Au même titre quand on sanctionne des propos racistes. Oui. Alors parce que je pense que c'est tellement rentré dans le langage courant que les gens ne font même pas attention. Quand on leur dit, moi quand je suis allée à la rencontre, dans le cadre de ma mission ministérielle, à la rencontre des fédérations, des éducateurs, quand on leur dit, ils disent « Ah mais ouais, je ne me rendais pas compte qu'effectivement c'est un propos homophobe » parce que c'est rentré comme ça dans le langage courant. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est sensibiliser les jeunes qui parlent comme ça. S'ils n'ont pas un éducateur qui les reprend et qui leur dit « Non mais ce que tu dis là, ça, tu peux pas parler comme ça ». Pourquoi l'homosexuel serait forcément un obsédé sexuel qui va sauter sur tout ce qui bouge dans le vestiaire? Il y a une espèce de mythe là-dessus qui est complètement faux. Et je pense que si l'éducateur il dit pas à un moment « Stop », on ne dit pas des choses comme ça. Voilà. Donc c'est un peu le sens de nous, ce qu'on a voulu faire au niveau du ministère sur une campagne de lutte contre l'homophobie. Oui, mais c'était plus un plan contre les discriminations. Oui, c'est un plan qui était un peu noyé. Non, non, pas du tout. C'est un plan contre les discriminations en 4 étapes. Et on a eu une étape très très forte au mois de mai sur la lutte contre l'homophobie dans le sport, avec un coup de sifflet où on appelait les sportifs à donner un coup de sifflet, mais c'était vraiment contre... Un coup de sifflet, exactement. Mais c'était vraiment contre l'homophobie. Et les sportifs qu'on a rencontrés, on leur a dit « Pourquoi tu donnes ton coup de sifflet ?» On a vraiment pris le parti de leur dire « Voilà, on veut lutter contre l'homophobie, on veut lutter contre les propos, les stéréotypes. » Et ils ont accepté de le faire. Et on n'a pas voulu noyer le poisson en disant « Non, mais c'est lutte contre la discrimination. » Parce que si on fait ça, en fait, on fait, mais on ne fait rien. En fait, les institutions aujourd'hui, que ce soit la Ligue de football, les fédérations, ont du mal à assumer, c'est ce qu'on a vu dans le documentaire, à assumer cette lutte-là par rapport au racisme. C'est facile de lutter contre le racisme, c'est plus difficile de lutter contre l'homophobie. Anthony ? Oui, en fait, les joueurs, je pense, changent vite d'opinion. Ils sont vite tolérants. Le problème, c'est plus au-dessus. Ce sont les entraîneurs, éducateurs et les fédérations. Là, ce sont des blocs monolithiques qui ne changent pas en fait trop d'idées. Oui, mais alors il y a des plans. Voilà, alors il y a des plans au ministère. Moi, je pensais effectivement qu'il était un peu noyé. Bon, il y avait un plan sur l'homophobie, mais ça prend pas. S'il n'y a pas de sanction, si on ne dit pas à quelqu'un, bon, maintenant, la prochaine fois que tu dis ça, il y aura une vraie sanction pénale ou pas pénale. Mais alors là où je suis assez contente, c'est de voir que la Fédération française de foot, par exemple, a repris les visuels qu'on avait faits en mettant son logo à côté de celui de la Fédération sportive gay-lesbienne, à côté de SOS Homophobie. C'était quand même pas gagné il y a quelques années. Donc il y a une avancée. Donc je suis un peu plus mesurée par rapport à ce que dit Anthony sur les fédérations. Je pense qu'elles commencent à prendre conscience
qu'il y a un problème. Elles ne savent pas comment il faut. Amélie Mauresmo, c'était 99, Oui, pour non, rappel. c'est pour ça que qu'elles commencent à prendre conscience. Presque 2016. Mais elles acceptent d'en parler. Alors, Cécile et après Anthony. Cécile. Après, je pense que c'est important, comme vous le dites, qu'il y ait des sanctions qui soient posées à un moment donné. Maintenant, le travail doit être fait de manière plus structurelle, en profondeur, avec de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation pour les éducateurs, les dirigeants, les encadrants sportifs, les parents qui évoluent aussi, qui vont voir les matchs de foot avec les gamins. Voilà, tout un ensemble d'acteurs, les agents municipaux aussi, qui sont censés pouvoir intervenir. C'est bon pour la santé aussi. Voilà, donc c'était un de nos slogans de la dernière Pride avec les dégommeuses. On voit les slogans, vos affiches. Donc il y a vraiment besoin d'agir par l'éducation avant tout. La répression peut servir à un moment donné, mais c'est de l'éducation. Oui, mais parfois il faut peut-être inciter un peu, être un peu violent pour faire comprendre les choses. Exactement. Oui, les fédérations, elles changent, heureusement. C'est pas non plus un truc qui ne bouge pas, mais c'est très lent en fait. Ils sont forcément très lents. Ils ont une approche qui est dans la tradition, dans le respect des normes d'époque. Du coup, ça change très lentement en fait. Et ils font de la communication, en effet. Après, les actes, à mon sens, sont encore un peu plus loin à venir en fait. Et là où je pense qu'on est tous d'accord, c'est sur le travail de fond à faire auprès des entraîneurs éducateurs. Ce sont eux qui, vraiment, sur le terrain, sont les plus importants par rapport à ces questions-là. Ils ont un rôle d'éducation auprès des jeunes, ils mettent des sanctions s'il y a besoin, et ils font un travail de communication, pour le coup, et d'éducation. Et eux, on ne les forme pas là-dessus suffisamment encore, voire quasiment pas du tout. Je suis d'accord, mais je répète, depuis 99, la dernière à avoir fait son coming out, c'est Amélie Mauresmo, et c'était en 99. Donc tout ce qui s'est passé là en 19 ans, en 15 ans, je ne sais pas compter, il ne s'est rien passé. Et on est en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne. En Allemagne, là, on en est à faire des enquêtes pour savoir comment ça se passe dans les clubs, comment devraient agir les éducateurs. En Allemagne, il y a eu des brochures qui ont été envoyées dans tous les clubs professionnels d'Allemagne pour expliquer comment réagir, comment parler de ces thèmes-là. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites à l'étranger. Et vous parlez de l'éducation, mais il y a aussi, pour revenir au thème du coming out, c'est que je suis convaincu qu'il y a besoin de modèles. Ces jeunes-là du centre de formation qu'on a vu, ils n'ont pas de modèle. Pour eux, on ne peut pas être homo et jouer au foot. C'est pas possible. S'ils avaient un de leurs genres préférés qui était ouvertement homo, ils se rendaient compte que c'est possible, qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a ça en rugby, par exemple. En rugby, vous avez Gareth Thomas, le plus grand joueur gallois de tous les temps, qui est donc gay officiellement depuis 5 ans, je crois, en fait. Et là-bas, c'est une star nationale. Et ça a changé la perception des jeunes rugbymen par rapport à ça, justement. Ils s'ouvrent plus facilement. Parce que c'est un modèle pour eux qui est extrêmement intéressant et qui est... Oui, mais Amélie Mauresmo aurait pu être un modèle pour les lesbiennes. Elle l'a été. Mais alors depuis, il y en a plus. Il y a eu d'autres coming out, je pense notamment à la triathlète Carole Péon. Et voilà, mais c'est vrai qu'on n'avance pas. Et quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays comme les États-Unis ou au niveau du foot, par exemple, vous avez des vedettes, Abby Wambach, Megan Rapinoe, qui sont des méga stars aux États-Unis, qui sont proposées en modèle dans les campagnes de communication de la Fédération américaine, au même titre que d'autres filles qui ont d'autres histoires de vie, d'autres parcours, une apparence physique un peu différente, un look un peu différent. Il y a vraiment une proposition très diversifiée qui permet aux jeunes de s'identifier, quel que soit... Ce qui est étonnant, c'est que les sponsors, ils peuvent aussi rentrer dans ce filon-là. Ça peut être intéressant tout à pour fait. eux, et ils le font pas. C'est difficile. Certains sponsors internationaux le font aux États-Unis, par exemple, sur certaines personnes. Guinness l'a fait en Irlande avec Gareth Thomas. Aujourd'hui, je pense que les sponsors, enfin moi, on en avait beaucoup parlé avec Arnaud, on en a rencontré quelques-uns, qui seraient prêts aujourd'hui à accompagner un sportif, mais il n'y a pas de sportif aujourd'hui qui ose se révéler. Donc on tourne un peu en rond parce que le contexte aujourd'hui n'est pas favorable. Un sportif aujourd'hui, il se dit, si je fais mon coming out, je vais perdre mes partenaires, je vais avoir les supporters qui vont me huer à chaque fois que... Donc du coup, il y a un contexte qui n'est pas favorable. Alors c'est vrai qu'on essaye de faire avancer les choses. Ça avance, mais en même temps, trop lentement par rapport à ce qu'on aimerait. Un petit coup, ça va casser les oreilles à tout le monde, c'est bien. C'était le mot de la fin. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'être venus en tout cas en parler. On essaiera de retraiter, peut-être d'avancer sur ce sujet d'une certaine manière, mais c'est déjà bien d'en parler. Et voilà, et de dire qu'il y a des choses qui sont faites et qu'on peut peut-être lutter un petit peu plus contre cette discrimination-là. Merci à tous les quatre. Après la pub, c'est la 3e mi-temps. On va retrouver Pascal Elbé aux côtés de nos chroniqueurs. À tout de suite.